Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur 100% Live pour un time break spécial gazon. Aujourd'hui, on va débriefer les résultats de la semaine écoulée sur gazon. Donc, on a eu les tournois de Halle avec la très belle victoire d'Hugo Humbert, le tournoi du Queens pour les hommes, les tournois de Berlin et de Birmingham chez les femmes. On va également commencer à se projeter vers Wimbledon, le grand chelem qui arrive très vite avec pourquoi pas de belles surprises. On enchaînera avec un petit débat sur le Big Three et leur forfait. Est-ce que le Big Three est trop protégé par rapport aux autres joueurs du circuit? Et enfin, on terminera avec le traditionnel quiz. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux chroniqueurs avec moi. Le premier d'entre eux, Matt. Salut Matt, comment vas-tu? Salut Maxime, ça va très bien, début de saison sur gazon, on attend Wimbledon avec impatience. Et oui, comme à chaque fois, dès que le gazon commence, évidemment, le point d'orgue, c'est Wimbledon, un des plus beaux tournois et les plus anciens au monde. Le second chroniqueur qui nous accompagne, c'est Auguste. Salut Auguste, comment vas-tu? Ça va très bien. Un peu fatigué, mais on fait avec. On est présent. On va parler tennis, évidemment, gazon. Et voilà. Enfin, très hâte de pouvoir en discuter avec vous deux. Et oui, la fatigue, ça doit être parce que tu as dû passer la nuit à réviser pour le quiz, donc ça, Oui, je bien sûr, comprends, bien je sûr, comprends bien la sûr. fatigue. Eh ben, écoutez, on va commencer, on peut commencer tout de suite avec, on va commencer par les femmes, avec deux tournois qui ont eu lieu cette semaine, enfin qui se sont terminés ce dimanche. Euh, les tournois de Berlin et de Birmingham. On a eu plutôt des surprises hein, dans ces tournois, puisque à Berlin, c'est la Russe Samsonova qui a battu Bencic en finale. Et à Berlin, c'est Ons Jabeur qui a battu Kasatkina en finale. À noter la très belle semaine d'Alizé Cornet qui fait demi-finale de Berlin en battant notamment Anisimova, Andreescu, Muguruza. Donc des belles victoires, le plein de confiance avant Wimbledon. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce tournoi, de ces tournois féminins? J'ai envie de dire comme d'habitude, les surprises et les outsiders étaient de la partie, hein. Oui. Et, bon, ouais, Ah. vas-y Gus. Ok, j'y vais. Oui, bah, bon, sur le circuit WTA, m'attend, enfin, depuis que Serena ne règne plus en maîtresse, on est habitué aux surprises. On l'a encore vu à Roland-Garros il y a pas si longtemps. Et donc là, oui, on va dire, c'est deux victoires surprises. Alors pour Jabber, j'ai cru voir passer que c'était la première joueuse d'origine arabe ou du Moyen-Orient à gagner un titre en WTA. Donc ça reste, enfin, il y a une partie historique. Donc c'est c'est toujours bien quand l'histoire s'écrit et quand les records tombent. Et pour Alizé Cornet, ouais, elle a réalisé une très grande semaine. Euh, Parce qu'elle a quand même battu plusieurs joueuses qui étaient en place, enfin qui sont en place dans le top 20, top 30. C'est juste dommage qu'elle soit pas le bout parce que ça aurait rendu son titre vraiment fabuleux. Mais bon, euh, elle perd contre une des favorites, mais en demi-finale, ce qui est quand même très bien pour elle et très encourageant avec Wimbledon qui arrive la semaine prochaine. Et même pour
au global, j'ai l'impression que le gazon reste bien aux Français, parce qu'on l'a vu avec Mladenovic aussi, qui a fait une grosse semaine sur gazon. Donc plein de belles choses à venir, je pense, en vue de Wimbledon. Oui, et puis Cornet qui fait, grâce à sa demi, qui fait un petit bond au classement. Elle se retrouve aujourd'hui, cette semaine, 56e. Donc, c'est pas mal. Enfin bon, ça change rien, mais mine de rien, elle passe. Non, mais elle passe numéro 2 française entre Fiona Ferro et Mladenovic. Toi, Matt, est-ce que t'es un peu déçu par les... Il y avait quand même des grosses joueuses qui s'alignaient, hein, notamment à Berlin. Il y avait par exemple Sabalenka, Pliskova, des pas forcément joueuses des spécialistes de gazon comme Azarenka ou Svitolina, mais quand même des bonnes joueuses. Bon, tandis qu'à Birmingham, c'était un tournoi de catégorie inférieure, donc les joueuses étaient moins bien classées, mais la tête de série était quand même Elise Mertens, donc on aurait pu penser qu'elle ferait mieux, finalement. Es-tu surpris par ces surprises? Pas vraiment. En fait, il y a pas mal de joueuses quand même qui sont allées plutôt loin à Roland. Bon, loin, c'est un grand mot, mais la saison sur gazon, on le sait, est plutôt courte. Il y en a pas beaucoup qui ont joué la semaine d'avant non plus. C'est pour beaucoup, c'est leur premier tournoi sur gazon. C'est compliqué un petit peu à juger parce que elles sont pas toutes. Je trouve qu'il y en a beaucoup aussi dans ce que tu as cité où le gazon c'est pas la surface. Il y a pas beaucoup de joueuses en fait qui adorent jouer sur gazon, qui est un jeu spécifiquement vraiment fait pour le gazon. C'est un peu compliqué à juger. Après, bon, j'ai dit premier tournoi de préparation, tout peut plus ou moins arriver. C'est dommage pour elles parce qu'elles peuvent pas enchaîner les matchs sur gazon, bien se préparer pour Wimbledon. Mais c'est pas si étonnant, ça reste un tournoi de préparation. C'est pas là où elles devront performer. Il y en a beaucoup qui sont tombés, oui, tu as raison de le préciser. Sabalenka est tombée dès son premier match, Pliskova aussi. Azarenka est quand même allée jusqu'en demi-finale. Muguruza est tombé sur une très bonne Alizé Cornet et Bencic. Bon, voilà, Bencic a quand même fait une finale. Toutes les têtes ne sont pas tombées, peut-être les principales, mais toutes les têtes ne sont pas non plus tombées tout de suite. Mais voilà, c'est compliqué parce que aujourd'hui la saison est plus courte, on le sait. Il n'y a que 2 semaines entre Roland Garros et Wimbledon. Certes, celles qui vont loin à Roland Garros, bon, évidemment, à Roland Garros, bon, c'est un peu particulier comme Roland Garros avec pas mal de favorites qui tombent très très tôt aussi. Mais je suis pas si étonné. Je pense que c'est pas si étonnant sur gazon, même sur gazon, et c'est pas particulièrement. On n'a pas particulièrement vu de joueuses qui performaient sur les tours de préparation sur gazon ces dernières années et qui allaient remporter Wimbledon derrière. Donc, je pense pas que ce soit si étonnant de voir autant de favorites comme ça ne pas performer sur gazon. Surtout qu'il y a finalement très peu de joueuses qui adorent le gazon à ce niveau-là. Oui, t'as pas tort. Après, on a quand même découvert Samsonova cette semaine qui, elle aussi, fait un énorme bond au classement, puisqu'elle rentre dans le top 100 pour la première fois et même maintenant 63e mondiale. Et j'ai regardé un petit peu, du coup, je me suis un peu intéressé. Et elle a un jeu qui pourrait, elle, convenir au gazon, puisque elle frappe très fort, elle a un très, très gros service, et puis elle a un jeu à plat, donc tout en rapidité, ça pourrait pourquoi pas lui sourire à l'avenir. Et d'ailleurs, c'était sa première finale sur le circuit WTA et donc son tout premier titre. Ouais, pas des moindres, puisque c'était un WTA 500, comme on les appelle maintenant. En battant quand même des jolies têtes d'affiche, hein, mine de rien. Azarenka, Keys et Bencic en finale, du coup. Ouais. Voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Effectivement, une très belle semaine. Et en plus, elle sortait des qualifs, donc elle doit être bien rincée après cette semaine. Donc je sais pas si je pense qu'elle va jouer les qualifs de Wimbledon du coup. J'avoue ne pas avoir
pas avoir Ah, regardé ça. je pense pas qu'elle soit qualifiée directement, mais oui, il faudra peut-être la suivre, surtout s'il sort des qualifs. Donc voilà, ce sera une chose à surveiller. Alors peut-être pas cette saison, malheureusement, ça peut être compliqué. Ah, il me semble, attends. Peut-être regarder, il me semble qu'elle a été invitée par l'organisation directement, tout simplement pour sa performance, donc pas de qualif, directement de tableau principal. Ça peut être un tirage dangereux Et pour... effectivement, une joueuse pleine de confiance. Et en plus, chez les filles comme chez les garçons, tu l'as dit, Roland Garros était décalé d'une semaine, donc très proche de Wimbledon. Donc très peu de joueuses ont pu enchaîner les matchs sur gazon. On sait que la saison, elle est très très courte. Et donc, quand on arrive au premier tour à Wimbledon, parfois on est un peu en manque de rythme et de repères. Donc ça peut être un gros souci de l'avoir au premier tour. Elle. Affaire à suivre. Tirage au sort de Wimbledon à suivre jeudi ou vendredi, j'imagine. C'est vendredi, me semble. C'est vendredi, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les tournois féminins de la semaine? Une déception, une belle perf que vous auriez remarqué? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement aux hommes? Ouais, je pense qu'on pourrait passer aux hommes, mon cher Gus. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? oui. On peut aller côté masculin. Allez, Côté messieurs. on passe aux hommes avec le cocorico de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un sur le circuit ATP. Et on va commencer tout de suite par lui. C'est la victoire de Hugo Humbert au tournoi de Halle. Une semaine incroyable dans cette ATP 500 qui est plus ou moins la chasse gardée de Federer. Humbert qui bat Roublev en finale, Auger Aliassime en demi, Corda en quart, mais surtout Zverev et Querrey en huitième et au premier tour. Donc voilà, une belle semaine avec quasiment que des matchs en 3-7 sauf la finale. Humbert, qu'est-ce que vous pensez de lui il avait fait une saison sur terre très compliquée, mais là sur gazon, son jeu convient parfaitement. Ouais, clairement, il se régale hein. Sur gazon. Il avait déjà montré il y a 2 ans, lors de dernière édition déjà de Wimbledon, il avait quand même atteint les huitièmes de finale, hein, c'est pas rien. Il va tenter évidemment de répéter cette performance. Là, il va être bien au niveau de la tête de série notamment, donc évidemment il aura de bonnes chances de tenter le coup pour rejoindre la deuxième série une nouvelle fois. Clairement très solide, il se régale sur gazon et j'étais impressionné notamment par sa solidité mentale dans ces derniers sets parce que les nerfs insolides. Contre Roublev, là, quand il sort dans le tie-break, il sort de revers monstrueux. Donc, il a les nerfs solides, ça c'est bien. Et c'est bien de voir de le voir aussi bien jouer. Sur gazon, c'est vraiment dommage avec la saison sur terre, mais voilà. Peut-être, probablement que le gazon est sa meilleure surface. Et on espère qu'il performera bien, en tout cas à Wimbledon. Voilà, pour le tennis français, ce serait quand même une sacrée bonne nouvelle. Et puis surtout, sa victoire, ça lui permet de passer 25e mondial, il me semble. Et avec les forfaits qu'il y a à Wimbledon et tout, ça lui évitera de prendre une des 8 premières têtes de série au 3e tour. Donc C'est une bonne nouvelle, ça. c'est une très bonne nouvelle pour lui. Et donc il aura quand même au 3e tour potentiellement un joueur classé entre la 9e et la 16e place. Mais c'est toujours mieux que de tomber sur un Djokovic ou un Federer dès le 3e tour. Toi, Auguste, Humbert, j'imagine qu'il t'a plu cette semaine et à plus grande échelle sur gazon, ouais, c'est vraiment, comme l'a dit Matt, c'est vraiment sa surface. Ouais, il l'a dit lui-même en interview que le gazon a favorisé son jeu. Et oui, je suis très surpris parce qu'en plus, c'est pas que son premier 500, il y a tout le parcours qui va avec, entre Zverev, Aliassime et Rublev, c'est quand même 3 cadors du circuit. C'est pas rien. En plus, souvent des matchs en 3-7, donc des matchs longs où
comme l'a dit Matt, en plus d'une fraîcheur physique, il faut aussi trouver une force mentale. Et donc oui, je suis vraiment impressionné. J'espère, mais qu'il fera un beau parcours à Wimbledon. Pourquoi pas accrocher une deuxième semaine, ce qui est possible, parce que bon, même si c'est pas le même format et la même pression, évidemment, mais il a prouvé que sur le gazon, il pouvait battre même des top 10. Donc, tu viens de dire, Max, qu'au troisième tour, enfin, s'il va au troisième tour, il a de grandes chances pour affronter une tête de série entre la 9 et la 16, donc ça a l'air à partir. Enfin, en tout cas, il s'est mis en confiance pour être capable de jouer des mecs à ce niveau. Donc je suis plutôt confiant, ça fait du bien de voir le tennis français un peu briller avec après Roland Garros qui a été catastrophique à ce niveau en simple. Donc ça fait du bien, j'espère que lui et les autres Français iront loin à Wimbledon et puis on lui espère le meilleur. Est-ce que c'est pas, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec nos favoris pour Wimbledon, mais est-ce que le fait qu'il y ait eu un Roland Garros catastrophique en simple côté français, et en plus, mine de rien, il y a l'Euro en ce moment qui monopolise beaucoup d'attention dans le sport, est-ce que c'est pas bénéfique pour les joueurs de tennis français? On parle pas trop d'eux, on parle pas trop d'eux en ce moment, et du coup, ils ont plus aucune pression pendant leur match. J'ai envie de dire, pour la saison sur gazon, j'ai presque envie de dire c'est habituel, hein, donc je suis pas forcément, j'irai pas vers vers cette position, on va dire, parce que c'est toujours comme ça un petit peu après Roland Garros, il y a tout qui redescend, le gros événement, le gros tournoi en France qui est fini. Donc, les médias délaissent un petit peu, un petit peu le tennis, parce que la saison sur gazon, c'est pas forcément notre tasse de thé en général. Et puis, voilà, c'est bien pour eux, mais même, je pense, sur le tournoi de Halle, même s'il y avait un de son gars qui avait René Roland, bon, c'est pas, peut-être pas particulièrement. Peut-être pas joué, hein, d'ailleurs, dans la préparation, mais la pression des médias français, pour cette semaine, je pense pas forcément, en fait, parce que c'est tournoi de préparation, c'est pas ce n'est pas tant de médiatisation que ça, du côté français en tout cas. Donc j'irai pas vers cette affirmation que voilà, avec l'Euro, avec la fin de Roland, avec le fait que ce soit catastrophique, on s'intéresse un petit peu moins. Surtout que c'est une semaine après, c'est assez court, et je trouve que c'est assez habituel même sur cette période. Tu vois ce que je veux dire, Maxime? Oui, non, mais c'était juste pour avoir votre avis là-dessus. Mais oui, t'as raison, c'est assez habituel. Et en plus, tous les 2 ans, il y a un Euro ou une Coupe du Monde. Donc, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que disait, je sais plus, je crois que c'est Nathalie Tosia, une année, en 98, qui fait finale de Wimbledon et qui était complètement passée à la trappe parce que dans le même temps, il y avait la Coupe du Monde en France et avec les Bleus qui avaient gagné à l'époque. Donc, d'ailleurs, là, cette année, la finale de Wimbledon tombe le même jour que la finale de l'Euro. J'espère que ça sera des horaires assez pareils, parce que en 2018, la finale de la Coupe du Monde était à 17h. Et si la finale de cette année à l'Euro est à 17h, ça risque de occulter Wimbledon. Donc j'espère que le foot sera à 21h pour que Wimbledon ait le temps de briller sur la scène médiatique. effectivement, surtout que les deux se passeront à Londres, vu que Wimbledon est à Londres et la finale de l'Euro est à Wembley. On reste un petit peu sur le tournoi de Halle. On attendait un autre joueur grandement avec impatience sur gazon. C'était Federer qui a complètement déçu. Il gagne son premier tour 7-5, 7-6 ou 7-6, 7-5. C'est 7-6, 7-5 au premier tour contre Ivashka.
Et derrière, contre Auger Aliassime au deuxième tour, je l'ai trouvé très très faible au service, c'était catastrophique. Et une fois qu'il a gagné le premier set, il s'est complètement écroulé. C'est plutôt inquiétant à une semaine de Wimbledon. Oui, c'est surtout, mais il a quand même fait forfait à Roland Garros pour se préparer au mieux pour Wimbledon. Un forfait qui avait fait parler un peu. Et là, sa préparation ne se passe pas bien. Donc, je pense que les organisateurs français sont un peu dégoûtés que Federer ait fait forfait et en plus mais, ne va même pas loin à Halle. Après, j'espère quand même que pour lui, ça va mieux aller dans la semaine d'avenir pour qu'il soit fin prêt pour me le donner, parce que je pense que c'est son dernier, c'est le dernier grand chelem qu'il peut remporter, parce que là, on le sait tous et on le voit, mais que sa carrière arrive vraiment à son terme et très vite. Donc, si le roi suisse Wimbledon pourrait nous offrir une dernière danse, ça serait sympa. Ouais, on espère ça. Mais toi, Matt, comment est-ce que tu l'as trouvé bien? Physiquement, moi, j'ai trouvé que ça pêchait. C'était étrange à voir son match contre Auger Aliassime où ouais, le physique n'a pas eu l'air de suivre. Matt, ton avis là-dessus? Oui, pardon. Oui, c'est compliqué. C'est vrai que du coup, oui, physiquement, il a beaucoup inquiété. Euh, c'est c'est bizarre quand même que Roger Federer soit comme ça. Il a vraiment manqué de beaucoup de choses physiquement, donc, et puis dans son niveau de tennis, il était frustré à la fin de match, on sentait. Donc c'est dommage. C'est dommage pour lui. Lui qui voulait enchaîner les matchs, il me semblait qu'il voulait à peu près jouer une dizaine de matchs avant Wimbledon. Bon, là, c'est raté. Hein. Bah, Bon, c'est avec Genève où il en a joué qu'un, Roland Garros où il n'en a avec joué Roland, que avec, trois, ouais, et là deux, et effectivement, ça fait 6 matchs. Arrivé à Wimbledon avec 6 matchs dans les jambes. Ouais, comme tu le dis, ça risque de faire un peu juste. ça risque de faire un peu de juste, surtout que, bon, après, évidemment, on sait le fait qu'il y ait 2 semaines seulement entre Roland Garros et Wimbledon fait que, évidemment, ceux qui sont allés loin à Roland Garros auront moins de préparation sur le gazon, mais lui a eu tout le temps a eu une bonne semaine au moins pour se préparer pour le tournoi d'Halle. Le voir aussi faible, on va dire, sur ce match contre Roger Aliassime, c'est clairement pas une bonne nouvelle en général. En plus, il performe bien en préparation, donc c'est plutôt inquiétant pour Wimbledon. Là, c'est un peu, ça crée de l'incertitude. On ne sait pas du tout comment il va arriver Roger Federer sur ce tournoi. C'est compliqué de dire comment ça va se passer pour lui. Ouais, on verra Federer à Wimbledon, vu qu'il ne joue pas un des deux tournois, Eastbourne ou Majorque, cette semaine. On va filer du côté du Queens à Londres, où eh ben cette fois-ci, c'est un des hommes en forme depuis le début de saison qui a triomphé, c'est Matteo Berrettini, après avoir fait une très bonne saison sur terre. Lui, on dirait qu'il n'y a pas eu de transition. Il continue comme si de rien n'était dès son premier tournoi sur gazon, en battant Cameron Norrie en finale au Queens. Il y avait du beau monde aussi au Queens. Hein, Berrettini, il y avait Shapovalov, qui d'autre, Karatsev, qui avait fait un très joli début de saison. Donc voilà, le plateau était assez relevé. Berrettini, tête de série numéro 1, qui, euh, qui, qui fait jouer son statut. Est-ce que c'est pour lui, c'est de bon augure enfin, c'est évidemment de bon augure, mais
est-ce que ça peut le lancer pour la suite, Matteo Berrettini? Auguste, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien sûr. Enfin, il a fait un gros parcours à Roland. Il remporte le Queens. Là, il arrive prêt, confiant et concentré à Wimbledon. Ça va être un outsider à surveiller, vraiment sérieux. Je serais pas très étonné s'il parviendrait à battre un autre membre de la Next Gen. Euh, et sur son jeu, après, il va Cameron Norrie en finale, qui est un des joueurs, on va dire, en forme, enfin, mais qui fait une bonne saison à son échelle. Il est souvent bien placé dans les tournois. Donc je pense que avoir battu Norris, c'est aussi très bien pour lui. Et puis je suis en train de me refaire tout son parcours. Et en effet, il y a du très beau monde. Il y a un demi-nord en demi-finale où l'Australien semblait être revenu à son meilleur niveau. Il est quand même passé au-dessus. Il a quand même battu Andy Murray, bien que ce soit plus le Murray qui a gagné Wimbledon. Chez lui, ça reste une performance. Et puis, oui, il est toujours très à l'aise au fond. Vu qu'il a une première balle très puissante sur herbe, son effet, ses conséquences sont démultipliées, pardon. Donc oui, je pense vraiment que pour Wimbledon, ça va être un client sérieux et un outsider à surveiller avec la plus grande attention possible. Et toi, Matt, est-ce que tu as pu regarder un peu les affiches au Queens? Il y avait, tu l'as évoqué, Auguste, le retour d'Andy Murray, qui n'avait plus joué sur gazon. Il y a eu la stat depuis je ne sais plus combien de jours. Et vraiment, il nous surprend à chaque fois qu'il revient sur le circuit. Il nous émeut avec ses interviews d'après-match, où il fait presque monter les larmes de tout le public. Donc le retour de Murray, est-ce que c'est de bon augure pour toi, Matt? Et puis sur le tournoi du Queens, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as pensé de Berrettini? Bah, pour Andy Murray, ça fait plaisir parce que voilà, on sait, Andy Murray, il devait en 2019, quand il pleure en conférence de presse après sa défaite, avant l'Open d'Australie, c'était avant le début de son Open d'Australie, c'était quand même déchirant, quoi. Donc voilà, le voir en fait tout simplement jouer au tennis au plus haut niveau, pouvoir gagner quelques matchs. Là, il a gagné contre Benoît Paire en 2-7 assez facilement en plus. Donc ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle pour lui. Je pense qu'il aimerait, il cœur de pouvoir disputer au moins ce prochain Wimbledon. Donc oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on le sait, c'est compliqué. Il y a eu des grosses opérations. Il n'a pas pu disputer le début de saison à cause de problèmes physiques. Il a eu pas de bol pour l'Open d'Australie parce qu'il était positif avec toutes les procédures avec le Covid-19. Il n'a pas pu disputer l'Open d'Australie. Ensuite, il s'est blessé. Là, il revient. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas rejoint en compétition. Donc évidemment que une victoire et deux matchs, en fait, simplement 2 matchs disputés sur gazon, c'est très bien pour Andy Murray. Surtout en plus chez lui au Queens, du coup en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pardon. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et puis pour Wimbledon, au moins, on va espérer qu'il puisse bien performer.
parce que c'est compliqué quand même à juger, mais on espère qu'au moins il pourra offrir une belle performance à Wimbledon. Et pour prendre sur le tournoi, bon, je suis pas si étonné que ce soit Berrettini vainqueur. Il a déjà gagné un tournoi sur gazon il y a 2 ans, quand il y avait encore, quand c'était encore la vie d'avant, on va dire ça comme ça. Il avait gagné du coup Stuttgart il y a 2 ans avant Wimbledon. Là, il gagne au Queens. Il a quand même un jeu qui se marie bien avec le gazon, un gros coup droit, surtout un très bon service, des coups capacité à frapper à plat très fort. Donc c'est très bien pour lui le gazon. Il a déjà montré par le passé, il vient de le remontrer. Il sera un danger, clairement. En tout cas, il se contentera pas cette fois, je pense, d'un 8e de finale contre Novak Djokovic. Je pense que d'un quart de finale. Il a disputé un quart de finale à Roland Garros, un quart de finale contre Novak Djokovic. Je pense qu'il peut ambitionner d'aller plus loin, on va dire, à Wimbledon avec ce qu'il a montré sur le gazon londonien. Eh ben c'est parfait, tu fais la transition toute faite pour notre sujet suivant. J'aimerais vous demander, messieurs, quels sont vos favoris pour ce Wimbledon, en se posant la question, est-ce que c'est un Wimbledon plus ouvert que jamais, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes? On a l'habitude d'avoir des grands chelems assez ouverts chez les femmes, mais là, aujourd'hui, chez les hommes, on a l'impression que n'importe qui pourrait revenir. Enfin, en tout cas, je me dis que Djokovic pourrait arriver fatigué après Roland Garros. Et derrière, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Gus, peut-être, si tu veux commencer. Vas-y, Matt. Oui, non, c'est bon. J'avais oublié que j'avais coupé mon micro. Pardon. Donc, je disais que oui, moi, je vois quand même Novak Djokovic favori et unique favori. Et c'est vrai qu'après en dessous, il y a pas mal d'outsiders qui qui sont présents. On vient de parler de Berrettini, mais après on sait que le gazon est une surface qui favorise énormément les grands serveurs. Donc les membres de la next gen comme Medvedev, comme Tsitsipas et même Zverev quand sa première passe, pour moi font également partie des outsiders. Pour Federer, son cas est un peu plus mystérieux parce qu'il ne rassure pas sur sa préparation. Mais comme il ne rassurait pas sur sa préparation sur terre battue, et pourtant il a quand même gagné 3 matchs. Il est quand même allé en deuxième semaine, donc je pense qu'il fera la même à Wimbledon et je pense qu'il ira au moins en quart. Et après, je pense qu'il faut toujours faire gaffe aux gros serveurs qui sont Isner et Opelka. Je dis pas qu'ils vont aller au bout, mais c'est typiquement le genre de joueur mais qui peut éliminer un gros nom parce qu'il a servi 80 aces sur le match et qu'il est injouable. Donc je pense qu'il faut aussi faire gaffe aux serveurs, aux grands serveurs américains. Mais oui, donc, pour faire un résumé, je place quand même Djoko en favori unique et après 4-5 outsiders qui pourraient venir déloger le champion en titre. Globalement, je suis du même avis qu'Auguste. Hein. On a un Djokovic qui est ultra favori. Donc ultra favori parce que tenant du titre, parce qu'il est en pleine confiance, il vient de gagner Roland Garros. Donc évidemment, le bémol, c'est la préparation. 2 semaines, c'est assez court pour pouvoir s'adapter sur gazon, mais il reste le grand favori de ce Roland Garros, de ce Wimbledon. Petit lapsus.
de ce Wimbledon, mais d'une manière générale. Et après, on a toute une pléthore de prétendants dont malheureusement je vois. C'est assez compliqué parce que c'est pas forcément le gazon n'est pas forcément leur meilleure surface. Ils ont des armes, hein, évidemment. Tu as cité le service pour Medvedev. Tsitsipas a un jeu assez offensif, donc ça pourrait justement correspondre au style nécessaire sur gazon. Zverev, quand sa première balle passe, il est terrible à jouer. Berrettini, lui, il est carrément en confiance parce que lui, il a gagné évidemment le Queens. L'énigme Federer est assez particulier, mais son histoire avec le tournoi l'empêche finalement de vraiment l'écarter. Donc, et pléthore de prétendants, mais un grand favori, je vais dans le sens clairement de Gus sur ce coup-là. Donc vous dites tous les deux Djokovic qui, donc si ça suit ce que vous dites, il égalerait Nadal et Federer en nombre de titres du Grand Chelem avec donc il gagnerait son 20e Grand Chelem. Rapidement du coup chez les femmes, je vais vous demander si vous avez un ou deux noms à me citer. Quelle joueuse ça serait? Alors, moi, de mon côté, je vois aucune favorite. Il y a aucune joueuse qui me rassure et qui me prouve mais qu'elle peut aller loin dans ce tournoi. Pour moi, ça reste un tableau ultra ouvert. Après, je pense bien sûr à Serena qui est en quête pour son 24e Grand Chelem. Et, enfin, elle va aller chercher ce record, et je pense que là où elle a le plus de chances de le faire, c'est à Wimbledon. Donc pourquoi pas. Et sinon, je pense également peut-être à Sabalenka qui a un jeu tout en puissance et qui du coup serait très efficace sur gazon. Mais sinon, je vois aucune qui se démarque. Enfin, après, il suffit de prendre juste le classement WTA. Mais sinon, je vois aucune joueuse qui se démarque vraiment. Et ouais, je mets justement le classement WTA avec Osaka qui est forfait, Barty qui a quitté Roland-Garros blessé, Alep qui elle revient de blessure après son forfait à Roland-Garros. Donc c'est pour ça que même les grandes les têtes d'affiche et celles qui ont déjà performé ou qui peuvent performer à Wimbledon sont pas au mieux. Toi, Matt, quelle joueuse tu mets en tant que favorite à Wimbledon? C'est difficile à dire parce que, comme tu l'as dit, c'est les 3 premières du classement. On n'est même pas sûr. Déjà, les 2 premières, on sait que Osaka, on n'est pas sûr en fait d'en voir une seule sur le tournoi en fait, tout simplement. Sabalenka n'a pas encore montré qu'elle était capable d'aller loin en Grand Chelem. Et moi, contrairement à Gus, je pense pas que justement que Sabalenka ce sera sa meilleure c'est un très bon fit Sabalenka avec Wimbledon, surtout que c'est tout en puissance, oui, mais bon, c'est beaucoup de fond de cours. Elle a déjà proposé un peu de variété, mais son service n'est pas forcément sa meilleure arme selon moi, en tout cas. C'est plutôt vraiment sa puissance en fond de cours. Et il faut un bon service, on va dire, sur gazon pour bien performer, pour s'assurer des performances assez constantes. Maintenant, on a beaucoup de joueuses qui peuvent rester à la victoire finale. On pense évidemment à Serena Williams parce que la finale des 2 dernières éditions, 24e Grand Chelem, surface qui lui correspond le mieux, tournoi très ouvert aussi, donc possibilité, on a vu à Roland-Garros que les têtes d'affiche sont tombées une par une. Si c'est le même scénario, mais qu'il reste que Serena, est-ce que c'est pas bingo pour elle, pour ce fameux 24e Grand Chelem? Il y a beaucoup de joueuses, évidemment, prétendantes. Maintenant, il y en a assez peu qui sont très à l'aise sur gazon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et il y a assez peu qui on va dire, qui s'épanouissent sur la surface. Donc c'est compliqué à dire. Maintenant,
Attention quand même à une Elina Svitolina, mais si on l'a pas forcément vu en confiance. Elle a quand même fait une demi-finale à Wimbledon il y a 2 ans. Ça peut être je pense que ça peut être le bonne année. Bon, c'est évidemment c'est plutôt c'est assez compliqué à juger parce que il y a plus vraiment de patronne sur le circuit. Avec ce Roland Garros qui suit, on ne sait pas vraiment quels sont les états de forme de chacune. Voilà, donc je pense que à surveiller, ce serait si je devais dégager, je dégagerais 3 noms, je dirais Svitolina, Serena Williams et Garbiñe Muguruza qui était très bonne, on va dire, depuis le début de l'année, mais qui n'a pas encore réussi à mettre au fond sur les tournois, à battre justement les top players. Moi, je pense que ça ne tardera pas et peut-être déjà à Wimbledon. Voilà. C'est noté. On ressortira ça, bien évidemment, à la fin de ce Wimbledon. On va enchaîner avec notre troisième thème. Je voulais vous proposer un petit débat. Ça fait un peu polémique dans le monde du tennis là, pendant et après Roland Garros. On a eu le forfait de Federer, on s'en souvient. Après son match contre Kopfer, il fait forfait pour son 8e contre Berrettini, sans avancer vraiment de raison médicale, mis à part le fait qu'il voulait être prêt pour Wimbledon. Après Roland Garros, on a eu cette fois le forfait de Nadal à Wimbledon et au jeu pour lui se reposer parce que son corps a fait beaucoup d'efforts. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le Big Three, il est trop protégé par rapport au reste du circuit? J'aimerais juste avant vous rappeler une petite règle de l'ATP. En théorie, tous les joueurs doivent jouer tous les tournois. Enfin, il y a des règles, ils doivent jouer les grands chelems, tous les Master 1000 sauf un qui est Monte Carlo, ainsi qu'un certain nombre d'ATP 500 au minimum quand ils ont le classement. Et il y a une règle qui dit que quand on a plus de 31 ans, on peut faire un Master 1000 de moins. Quand on a plus de 600 matchs sur le circuit, on peut faire encore un Master 1000 de moins. Et quand on a plus de 12 années sur le circuit pro, on peut encore faire un Master 1000 de moins. Et quand on cumule les trois, ce que Federer, Nadal et Djokovic font, en gros, on fait ce qu'on veut de son calendrier. Et est-ce que vous trouvez cette règle juste? Est-ce qu'il faudrait la retirer à ces papis? Ou est-ce qu'il faudrait l'étendre un peu plus aux jeunes joueurs qui, eux, doivent jouer beaucoup de tournois et arrivent en général dans les grands chelems fatigués? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Non, je pense pas, mais que ça soit comment dire, que ça soit un privilège, parce que pour l'obtenir, en fait, ça récompense une longévité. Quand Nadal, Federer, Djoko étaient jeunes, à leur début, ils n'avaient pas ça, enfin, ils n'avaient pas tous ces privilèges. C'est après, une fois, mais ils sont montés en grade et que ils sont vraiment ils ont vraiment montré que c'était les trois plus grandes légendes du jeu, que oui, les privilèges sont venus, et que comment dire, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur calendrier, mais après je trouve pas, mais qu'ils fassent n'importe quoi. Enfin, généralement quand ils sont pas blessés sur les gros tournois, ils sont présents, et donc du coup je comprends pas qu'on leur reproche ça, alors qu'ils ont tous plus de 34 ans, et que les corps commencent à lâcher, surtout pour Federer.
Et donc, non, moi, ça me choque pas. Je trouve ça normal. Et puis, ça en plus, c'est pour que les matchs s'améliorent et soient de meilleure qualité. Moi, ça me va. Oui, mais est-ce que justement, comme tu dis, pour que les matchs s'améliorent et soient de meilleure qualité, donc ça c'est pour ces trois joueurs-là, et par exemple, je sais pas, un Zverev, un Tsitsipas, un Roublev enchaînent les tournois, pour le coup, perdent en physique en arrivant en Grand Chelem. On l'a vu avec Roublev qui était peut-être pas remis physiquement de sa longue saison sur Terre. Alors après, il a peut-être trop joué lui aussi et peut-être qu'il aurait pu en faire moins, mais enfin, il est arrivé émoussé, ça c'est sûr. Toi, Matt, est-ce que tu es du même avis qu'Auguste ou est-ce que tu permettrais aux plus jeunes d'aménager leur calendrier? Dans l'idéal, tout le monde aménage son calendrier comme il veut, et puis on laisse un petit peu plus de latitude aux jeunes. Maintenant, les avantages dont tu parlais, c'est, comme a dit Auguste, c'est sur la longévité. On récompense le joueur qui a joué très longtemps sur le circuit principal, qui a réussi à gagner 600 matchs, qui a joué 12 ans, qui est loin, très loin dans sa carrière professionnelle. Donc moi, ça me pose pas de problème finalement qu'ils aient plus que ces joueurs-là, ces joueurs qui, surtout que c'est des légendes du jeu, mine de rien. C'est les légendes du jeu, c'est les joueurs les plus importants de notre sport. Ça, c'est un autre problème. C'est bien dommage que ce soit ces joueurs-là qui soient les joueurs les plus importants de notre sport et pas les plus jeunes. Mais je pense qu'on peut leur permettre d'aménager leur propre calendrier pour qu'ils se montrent les plus performants possibles sur les gros tournois. Pour les jeunes, maintenant, la question c'est est-ce que tu décides d'enchaîner les tournois? Comment tu aménages ton calendrier? C'est eux qui doivent aussi aménager leur calendrier avec les contraintes qu'ils ont. On peut parler du fait qu'ils enchaînent les tournois, ils ne sont pas obligés d'enchaîner tous les ATP 500, il me semble qu'ils en ont droit à 3. Ils doivent avoir un minimum de 3, et après ils peuvent aménager tout le reste avec les Masters 1000 et les grands chelems. Et je crois que ça s'applique vraiment qu'à l'élite de l'élite, en plus. Donc un joueur 40e mondial, il enchaîne s'il veut, il n'est pas forcément obligé, par exemple. Donc c'est assez compliqué parce qu'en fait ça dépend aussi de ce que veut le coach, de ce que veulent les joueurs. Des fois ils ont besoin justement d'enchaîner pour se sentir bien, ils veulent capitaliser sur leur confiance, pouvoir accumuler les gains, les matchs, les victoires, pour gagner de la confiance, offrir une certaine sécurité s'ils ont une méforme. Alors évidemment des fois la méforme ça arrive parce qu'on enchaîne des matchs, mais je pense que c'est surtout une question d'organisation en fait là-dessus, pour les jeunes surtout. Ils ont ce privilège entre guillemets d'être dans la forme ascendante de leur progression. Donc maintenant, je pense que c'est surtout à eux d'intelligemment gérer leur calendrier là-dessus. Et ils ont des coachs, ils sont pas tout seuls non plus quand ils décident. Ils ont des coachs, ils ont la famille, il y a tout un staff souvent pour les meilleurs en tout cas. Et donc ils doivent prendre ces décisions, c'est à eux en fait de s'adapter. C'est surtout ça que je veux mettre en avant. Mais c'est vrai que ce calendrier est infernal, on le dit, hein, c'est un grand bordel. Alors dans l'idéal, est-ce qu'on fait des règles, on peut permettre peut-être de rater un ou deux Masters 1000. Bon, peut-être pour justement les pousser à ne pas faire tous les Masters 1000. Maintenant, moi je pense que s'ils pouvaient tous les faire, ils les feraient tous en fait, personnellement. C'est juste que c'est à eux d'aménager leur emploi du temps pour faire en sorte de ne pas avoir ces problèmes là-dessus à cause de l'enchaînement des matchs. Ok, très bien. Mais merci de vos avis. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient dit, par exemple, suite au forfait de Federer, qu'il avait manqué de respect au tournoi. Donc voilà, chacun son avis. Peut-être qu'il avait. Ma petite idée, c'est qu'il a promis à Forget qu'il jouerait. Ils ont peut-être négocié en coulisses. Il jouerait Bercy. Potentiellement, Bercy serait son dernier tournoi de sa carrière. Donc ça offrirait à la Fédération française de tennis
un très très beau spectacle, je pense, si Federer venait à venir à Bercy pour la fin de sa carrière, avec, on l'espère d'ici là, un stade plein. Alors, on Euh, espère. mais bon, on n'en est pas encore là. On va passer maintenant à la dernière étape de ce time break avec, vous le savez, le traditionnel quiz qui conclut nos émissions. Un quiz que j'ai voulu spécial Wimbledon cette semaine. Voilà, saison sur gazon, Wimbledon dans une semaine. On vous fera bien évidemment quelques émissions spéciales Wimbledon pendant cette quinzaine. Vous avez été très nombreux à nous suivre pendant Roland Garros. Et donc, on va. Bon, le dispositif sera moins important vu qu'il n'y aura pas de night session, mais on aura quand même des belles émissions à vous proposer pendant la quinzaine londonienne. Donc voilà, pour se mettre un petit peu en jambe, un petit quiz sur Wimbledon. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, à entamer ce quiz? Vas-y. Alors, Allez. première question, c'est une date et je vais vous demander chacun de me donner la date en question et le plus proche gagne le point. Est-ce que vous connaissez l'année de la première édition de Wimbledon? 1891. 1891, et toi, Matt? Je donnerais 1898, du coup. Eh ben, c'est Auguste le plus proche, vu que c'est 1877. Ah, Ouais, c'est bien. Voilà, c'est Wimbledon, le premier, enfin un des tout premiers tournois de tennis, et aujourd'hui c'est le plus vieux tournoi encore existant au monde. Donc voilà, c'est très 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 ancien, bientôt 150 ans Wimbledon. Bon, maintenant on va faire un petit ping-pong, ça va être une question chacun et il faudra donc celui qui donnera le plus de bonnes réponses gagnera. Allez, on commence par toi, Matt, comme tu es déjà en retard. Tu sais que le dimanche du milieu à Wimbledon, on ne joue pas, on appelle ça Sunday off. ouais. Est-ce que tu peux me donner le nombre de fois que cette règle n'a pas été respectée? Je dirais 2 fois avant cette année. 2 fois, eh bien c'est 4 fois. La dernière fois en 2016. Et d'ailleurs, il y a un nom pour les fois où on joue le dimanche, ça s'appelle People's Sunday. Et à noter que je crois que cette année, c'est la dernière édition où on ne jouera pas le dimanche du milieu. À partir de la semaine de l'année prochaine, ça jouera ce dimanche-là. Donc voilà, pas de points pour Matt. À toi, Auguste, une question du même acabit. Combien de fois la reine d'Angleterre est-elle apparue pour Wimbledon? Enfin, à Wimbledon. Oula, mais en plus, elle est vivante depuis le premier tournoi, donc. Alors, en tant que reine, hein, Oui, elle y bah a pas. même. Elle a quoi? Elle a 92 ou 93 ans, donc. Mais ça m'étonnerait pas mais qu'elle y aille souvent pendant la finale. Et comme ça fait très longtemps qu'elle est en place, je sais pas, je veux dire un nombre assez élevé, je sais pas, je veux dire 17. Eh bien non, c'était la même réponse que pour Matt, c'était 4 fois. Seulement. La dernière fois, c'était en 2010 pour un match entre Murray et Nieminen. Et donc les 3 autres fois, c'était en 57, 62 et 77. Mais effectivement, on voit beaucoup plus, par exemple, Kate Middleton, la princesse. Non, elle n'est pas encore princesse d'ailleurs, mais la femme de William, où on a pas mal vu le prince Charles aussi. Pas de point pour Auguste qui mène toujours 1-0. Allez, à toi, Matt. Quel est le nom exact du club organisateur du tournoi de Wimbledon?
Oh, tu me fais. Tu me donnes une Impossible. colle là. Tu me finis une colle là. On le voit souvent et il est sur le logo, je crois. Je sais pas, le nom du tournoi c'est The Championships de toute façon, mais c'est plus Tennis Club Wimbledon. On va dire ça comme ça au hasard. Eh bien Mais non, attends, c'est le nom du club, hein. oui, le nom du club. Oui, bah, moi, je vais dire ça alors. Et non, c'est le All England Lawn Ah Tennis oui, and non! Croquet Club. C'est le All England Club, c'est vrai. Pourquoi je dis. Toujours pas de point pour Matt. À toi, Auguste, une question assez, peut-être tout aussi difficile, je pense. Où se jouent les qualifs du tournoi de Wimbledon? Ah merci, Ouais. j'ai pas cette question moi. Alors, t'imagines bien que si je te pose la question, c'est qu'elle ne se joue pas à Wimbledon. Il me faut- tu attends une ville ou un stade? Alors, soit le club dans lequel ça joue, soit le quartier, comme par exemple Wimbledon, c'est un quartier de Londres. Bah, tu pourrais me donner le quartier de là où ça se joue. Ah ouais, mais je connais aucun quartier. Non. Alors, Ma- si tu le sais pas, oui, c'est assez compliqué. ma, ma, ma connaissance en géographie anglaise et londonienne est vraiment pas ouf. Non, là, j'aurais même pas une réponse à Alors, te donner. ça s'appelle le Bank of England Tennis Center et il se situe à Roehampton. Et bon, on le voit passer parfois pendant les qualifs. J'ai vu un tweet d'un journaliste tout à l'heure qui évoquait Roehampton. Et il y a pas, parfois, les joueurs ne veulent pas aller au qualif parce qu'il paraît que c'est un vrai champ de patates là-bas et que la qualité du gazon, elle est vraiment très pauvre. Mais pareil, c'est une des dernières années où les qualifs ne se jouent pas à Wimbledon ils ont racheté, je crois, le golf qui est à côté et ils vont pouvoir construire beaucoup plus de cours. Et donc, dans les années qui viennent, ils pourront y jouer les qualifs sur le même lieu. Allez, encore une question chacun et après peut-être qu'on aura une petite question de rapidité pour conclure. Matt, lors de la finale de Wimbledon 2008 entre Federer et Nadal, le Hawkeye ne fonctionne plus. Pourquoi? Moi j'ai pas suivi ça. Merde. Le hackal ne fonctionne plus. Alors, Il fonctionne plus. remémore-toi les images Et on voit plus on voit que dalle, c'est ça. c'est pas. Il fait nuit, on voit pas. Le Hawkeye il fonctionne pas parce qu'il voit plus les lignes, tout simplement. Et voilà, c'est ça. C'est cette réponse. Voilà, à cause de l'obscurité, le Hawkeye, à l'époque, en plus, c'était, je crois, la première année de fonctionnement du Hawkeye. Et donc, il ne fonctionne plus à cause de l'obscurité. Allez, point pour Matt qui revient à un partout. À toi, Auguste. Est-ce que tu sais pourquoi, malgré le toit et l'éclairage sur les cours, pourquoi les matchs ne peuvent pas continuer après 23h? Je connais la réponse en plus. Ah bah c'est dommage, je la T'as pose. laissé les questions faciles sur la fin là. Je la pose à Auguste. Oui, non, bah j'ai pas ta culture maths, mais vu comment les Anglais et surtout ce club est très ancré dans les traditions, ça doit être une vieille tradition, je pense. Enfin, je pense pas que ce soit pour un problème technique. Mais après, laquelle Je suis dégoûté. Si tu sais pas, je vais donner la réponse. Ouais, vas-y. Et ben en fait, c'est les riverains qui imposent un couvre-feu. Ouais, c'est accord avec les voisins. Voilà. Accord avec les voisins, donc pas de match après 23h et puis c'est tout. Sinon, le tournoi est obligé de payer une amende. Et je me souviens d'un match de Murray une année où il a voulu absolument se dépêcher de finir en 3-7. Et le troisième set était un peu chaud parce qu'il savait que s'il concluait pas sur le troisième set, il était obligé de revenir le lendemain. Et donc, voilà, c'est assez cocasse. À Roland Garros, avant, on avait l'obscurité. À Wimbledon, ils ont les riverains et je pense qu'ils les auront pour longtemps.
Et ben, comme ça fait Bah, 1-1, mais c'est aussi pour ça que Mahu et Isna, ils ont joué ouais, sinon sur, ils sur auraient Porto. joué toute la nuit. Donc, allez, une question allez, de rapidité. Vous donnez votre nom avant de répondre pour vous départager. En 2013, Federer est obligé de changer de chaussure entre son premier et deuxième tour. Pourquoi? Matt. Alors vas-y, Matt. Ah, la semelle orange, la fameuse semelle orange au premier tour Ah, qui a fait bravo. scandale. Ah, ça, je connais. Bravo, Matt, Matt qui remporte ce quiz Bravo, d'une bravo. courte, Oh, le hold-up, le hold-up. d'une courte tête sur la dernière question. Auguste, tu auras l'occasion de prendre ta revanche pendant un des time breaks spécial Wimbledon Oui, mais la semaine à venir. il s'était passé quoi avec sa semelle orange? En fait, il avait une semelle orange et tout simplement, les organisateurs, ils ont dit non, faut être habillé en blanc et donc ils ont imposé que la chaussure est une semelle blanche. Ah, la galère. En 2013, au deuxième tour, il perd contre Stakowski, me semble, ou quelque chose. Enfin, du coup, enfin, c'est ça. Ça a enfin, j'imagine que ça n'a pas trop de lien, mais il perd au tour suivant. Donc, peut-être que ça l'a un peu perturbé dans sa prépa. Voilà, bravo Matt pour ta victoire. On va maintenant conclure cette émission. Merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné pendant cette heure de tennis. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve, comme je l'ai dit, très prochainement pendant Wimbledon pour des émissions spéciales Wimbledon. D'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Wisport pour retrouver tous les articles tennis et des autres sports. Il y a l'Euro en ce moment, donc beaucoup d'articles foot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Time Break. Bonne journée ou bonne soirée à tous. À bientôt. Salut.